Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est radical, c'est la nuance. La radicalité est devenue un truc tellement banal. Tout le monde veut être radical en choisissant un camp contre l'autre. Moi, je dis que ce qui est vraiment radical aujourd'hui, c'est la nuance. La preuve c'est que dès que vous êtes nuancé, tout le monde vous tape dessus. Bonjour Wajdi. Bonjour. On s'était vu il y a un peu plus d'un mois. Vous vous apprêtiez à venir au Liban pour jouer votre pièce, Journée de noces chez les Cro-Magnons. Puis tout s'est accéléré, la pièce a été annulée, vous avez dû quitter Beyrouth en précipitation, sans faire la moindre déclaration. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses, je pense, qui concernent beaucoup les Libanais entre eux. Il y a des choses dont j'ai pas nécessairement envie de parler, parce que j'ai pas envie de parler en mal de qui que ce soit. Et j'ai pas envie de... J'ai pas de... Ce que je peux dire, c'est que j'ai aucun ressentiment. Hein. C'est vraiment, j'ai aucun ressentiment. J'avais surtout de la tristesse pour les acteurs libanais qui n'allaient pas pouvoir jouer devant leur famille, leurs amis, leurs copains. Pour le public aussi. Pour l'équipe technique qui devait faire le... Il y avait une partie de l'équipe technique qui devait faire le spectacle avec nous, qui était libanaise, et cette équipe technique, elle ne fera pas le spectacle avec nous, pour le public, enfin voilà. Mais j'avais plutôt de la peine pour les gens. Mais pour ce qui me concerne... C'était une surprise pour vous? C'était un choc ou c'est quelque chose que vous aviez anticipé? On a une telle capacité, nous, les Libanais, à se tirer dans le pied. On a une telle capacité à détruire ce qui est bien parce que voilà, quelqu'un fait le bien, quelqu'un va être là pour le casser nécessairement. C'est ce que vous avez ressenti? C'est ce j'ai ressenti ça, oui, mais voilà, enfin, je pense que des exemples où, dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, là c'était dans le domaine culturel, mais ça peut être dans tous les domaines, quelqu'un essaye de faire quelque chose de bien, il y aura quelqu'un qui va le casser. Pour toutes sortes de raisons. Hein. C'est pour ça que je dis que j'avais l'impression un peu que c'était une histoire entre Libanais, entre le petit milieu du théâtre libanais, entre des gens qui peut-être étaient énervés parce que ce spectacle allait se faire et ont voulu tout faire pour qu'il ne se fasse pas. Quoi. Il y a... j'étais pas étonné. Il y a plusieurs choses. C'est que moi, ça fait 35 ans que je fais du théâtre qui ne parle que du Liban, et les spectacles que je fais, j'en ai fait une quarantaine. Sur les quarantaines, il y en a 36 qui parlent du Liban. Sur les 36, je ne les ai jamais présentés au Liban, sauf... Alors, il y en a 3 que j'ai présentés au Liban, mais pour 6 représentations en tout. Pourquoi? Donc, parce que, bon, j'en sais rien. Parce qu'on ne m'invite pas, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais bon, Littoral, je l'ai joué 2 fois. Incendie, je l'ai joué 2 fois. Seul, je l'ai joué 2 fois. Et c'est tout. Donc, et puis, par exemple, moi, mon père n'est jamais venu voir les pièces que j'ai faites. Ma mère n'a jamais vu les pièces que j'ai faites. Mon frère n'est jamais venu voir les pièces que j'ai faites. Il y a juste ma sœur qui vient. J'ai aucun cousin, aucune tante, aucun oncle qui viennent voir les pièces que j'ai faites. Donc, ni les Libanais du Liban, ni les gens de ma famille ne voient ce que je fais. Donc, pour moi, je me suis complètement habitué à cette situation. J'ai complètement intégré le fait que les gens dont je parle dans les spectacles ne voient pas les spectacles. J'ai complètement intégré ce truc-là. Donc, pour moi, c'était que Journée de noces soit pas vue au Liban, c'est normal. Enfin, ce qui aurait été bizarre, c'est que ça se fasse. Vos détracteurs aujourd'hui vous reprochent notamment d'avoir joué Tous des oiseaux à Tel Aviv et d'avoir reçu, d'après eux, un financement d'Israël pour ce spectacle. Vous êtes déjà exprimé à ce sujet, notamment dans nos colonnes. Je pense toutefois que c'est important de le rappeler. Est-ce que vous pouvez préciser? Oui, j'ai fait une pièce de théâtre qui s'appelle Tous des oiseaux, qui était une pièce qui met en scène une famille juive. C'est une histoire, c'est un peu une espèce de Roméo et Juliette entre un garçon juif qui vit à Berlin
et une Américaine d'origine arabe qui vit à New York. Ils se rencontrent, grosse scène d'amour. Le garçon, c'est tous les deux des laïcs, pour eux la religion n'a aucune importance, donc le garçon un peu naïvement décide d'inviter sa famille à New York pour leur présenter sa copine qui s'appelle Wahida. Alors la famille du garçon débarque, et donc il leur annonce, voilà, je suis amoureux, c'est super, elle s'appelle Wahida. Alors quand il dit elle s'appelle Wahida, évidemment ils le prennent très 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 mal, et le garçon il le prend encore plus mal que sa famille le prenne très mal. Et il les envoie vraiment balader vraiment très violemment. Et entre autres, il leur dit « Mais vous m'emmerdez avec vos histoires de la Shoah, etc. On m'en tape, moi je suis amoureux et c'est tout. Et puis vos histoires, c'est plus de mon âge. Ils ont 20 ans. » Bon. Puis il est tellement énervé, c'est un étudiant en génétique. Il est tellement énervé, il se dit « C'est pas possible que je sois le fils de ce connard, en parlant de son père. » Et il dit « Je veux faire des tests génétiques pour être sûr que c'est mon père. C'est pas possible qu'il soit mon père. » Il fait des tests. Et il découvre que malheureusement, cet homme, c'est bien son père. Mais il découvre que son père n'est pas le fils de son père à lui, de son grand-père. Le grand-père, il y a longtemps, il faisait partie de l'armée. Il est un jour rentré dans un village palestinien. Ils ont détruit le village. Ils ont chassé les habitants des villages palestiniens, de ce village palestinien. Il rentre dans une maison. Et dans cette maison, il découvre une boîte à chaussures. Et dans la boîte à chaussures, il trouve un bébé. Bébé palestinien recouvert d'un kéfier. Et il se trouve que cet homme, ce grand-père, n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors il garde l'enfant. Et cet enfant devient ce père. Donc à la fin de la pièce, le père, qui est super d'extrême droite, etc., découvre qu'il est palestinien. Et il tombe dans le commun. Donc ça, c'est l'histoire de Tous des oiseaux. Et pour moi, ça m'intéressait parce que c'est une pièce qui dit... Faites attention quand vous êtes si sûr d'être qui vous êtes, parce que vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous allez découvrir que vous êtes peut-être votre propre ennemi. Faites attention, c'est tout. La pièce dit ça. Et puis, je me suis rendu compte que pour faire cette pièce, c'était plus intéressant de travailler dans les langues maternelles de tous les personnages. Pour pouvoir jouer ces langues-là, pour pouvoir jouer ça, il me fallait donc des comédiens qui sont capables de parler par exemple l'hébreu, l'allemand et l'anglais en même temps. Et très vite, j'ai voulu impliquer des comédiens israéliens là-dedans. Au début, je ne croyais pas qu'ils allaient accepter, parce que la pièce est vraiment très critique sur Elle est vraiment très très critique sur les... on va dire pas sur les Israéliens, mais plutôt sur la politique israélienne. Vraiment assez critique. Puis surtout sur cette fin de cet homme qui découvre finalement qu'il est palestinien. Bon. Donc on a fait la production, on l'a créée à la Colline. Elle a mêlé tous les comédiens, et puis il se trouve que il y a le traducteur qui a fait la traduction en hébreu, qui est un traducteur israélien, et au milieu de tout ça, l'ambassade d'Israël a payé 3 billets d'avion pour permettre à 2 comédiens et le traducteur de venir à Paris pour faire leur travail. Et donc c'est cette action-là faite par l'ambassade d'Israël qui a été reconnue par la Colline. Ça, c'est vraiment très important de dire. Moi, je suis directeur de la Colline, mais le théâtre de la Colline n'est pas à moi. Je ne suis pas propriétaire de la Colline. Le théâtre de la Colline est un théâtre français, que l'ambassade d'Israël décide de payer 3 billets d'avion et que le théâtre de la Colline décide de remercier l'ambassade d'Israël parce qu'elle a payé ces 3 billets d'avion. Ça ne me concerne, enfin, ça ne me concerne pas, ça me concerne, je suis directeur de ce théâtre, mais on vit en France. Vous savez, en tant que Libanais, qu'au moment où vous décidez d'aller jouer cette pièce à Tel Aviv, ça risque de vous poser des problèmes au Liban? Non, parce que j'y étais pas, moi j'y ai pas été. Et puis la pièce, c'est une pièce française, c'est pas une pièce libanaise, c'est une pièce produite par le théâtre français. La France n'a aucun problème avec Israël à ce niveau-là, dans les échanges culturels. Et puis, au-delà de ça, pour ma part, je trouve qu'en tant que Libanais, nous sommes vraiment très très mal placés pour faire la morale à qui que ce soit. Nous sommes très très mal placés pour nous indigner pour des choses éthiques. On est vraiment très mal placés, on n'a pas du tout les moyens, parce qu'on n'arrive même pas à s'entendre entre nous, parce qu'on passe notre temps à se taper dessus, parce que justement on n'arrête pas de tirer dans le pied de l'autre pour l'empêcher de faire quelque chose, et parce que je parle surtout de la génération plus âgée. Ouais, celle qui ne veut pas mourir là, celles qui ont 80 ans et passées là, qui sont toujours au pouvoir, qui sont toujours partout, dans tous les domaines, dans les banques, dans les lieux culturels, dans la politique, qui sont partout, ils veulent pas crever quoi. Alors eux, ils ont vraiment établi un truc chez eux, pas chez tous, mais pour beaucoup, pour
pour la plupart, ils préfèrent 1000 fois détruire le pays si ça met en danger leurs intérêts. Ils vont toujours choisir leur propre intérêt. Et plus que ça, s'ils voient que quelque chose se fait qui est bien pour quelqu'un d'autre, et ben, ils préfèrent foutre le pays en l'air plutôt que ça profite à quelqu'un d'autre. On va revenir au Liban, si vous le voulez bien. Juste avant, j'aimerais comprendre, quel est aujourd'hui votre rapport au conflit israélo-palestinien? Comment vous le vivez quotidiennement? Là, au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment écœuré par la politique israélienne, par les hommes politiques israéliens, enfin par Netanyahou pour le dire plus précisément, et ceux qui l'entourent, vraiment profondément écœurés, par la politique américaine qui l'appuie, par le prix que les Palestiniens payent, mais de manière tellement abominable. C'est quelque chose qui occupe une place importante dans votre vie? Tous les jours, je ne pense qu'à ça. Malgré cela... Là, j'ai pas de pensée. Au-delà de ça, maintenant, si j'extrapole un tout petit peu pour essayer de dire quelle est ma position, ma position, elle a toujours été d'une certaine manière assez simple. C'est que je vais dire des banalités, mais il faut rendre les terres aux Palestiniens, il faut rendre leurs terres pour que ce pays puisse exister. Il faut assurer la sécurité des Israéliens, leur assurer qu'ils peuvent vivre en sécurité entourés des pays arabes. Il faut au bout du compte arriver à l'ouverture des frontières, une fois que tout sera ça établi. Quand je dis ouverture des frontières, c'est-à-dire la possibilité de se parler et la possibilité de se rencontrer. Voilà. Est-ce que vous comprenez que certains vous disent, notamment parce que vous êtes libanais, il ne va pas assez loin, il ne choisit pas assez son camp? Oui, moi je pense que je comprends, mais moi je pense qu'aujourd'hui ce qui est radical, c'est la nuance. La radicalité est devenue un truc tellement banal, hein. Tout le monde veut être radical en choisissant un camp contre l'autre. Moi je dis que ce qui est vraiment radical aujourd'hui, c'est la nuance. La preuve c'est que dès que vous êtes nuancé, tout le monde vous tape dessus. Mais dès que vous êtes radical, tout le monde trouve ça bien. Donc ça veut dire que la radicalité est peut-être ce qui est devenu le plus conventionnel. Mais essayez d'être dans la nuance, voir. Essayez de voir dans la nuance, vous allez perdre votre travail, on va vous empêcher d'aller dans votre pays, on va vous dire que vous n'êtes pas ci, pas ça, etc. La ligne de crête aujourd'hui est peut-être la chose la plus radicale à tenir. Et je crois que, comme je le dis, je pense vraiment que ceux qui se permettent de donner des leçons n'ont pas les moyens de donner des leçons. Et ils le savent, ils n'ont qu'à se regarder dans le miroir. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont qu'à regarder leur vie, leur position, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font tous les jours, les mensonges sur lesquels ils construisent leur existence, les manipulations qu'ils font. Ils verront que c'est très facile de dire des phrases. C'est très facile de dire à l'autre ce qu'il devrait faire, il ne devrait pas faire. C'est facile, moi je peux passer mon temps à dire toi tu devrais faire ci, il ne fait pas assez ci, il ne fait pas assez ça. Donc je comprends. À qui vous pensez, à qui vous vous adressez? Non, je ne veux pas dire de nom, je pense à beaucoup de gens, mais je ne veux pas dire de nom. Mais je dirais que c'est la mouvance un tout petit peu marécageuse de l'esprit libanais en ce moment, c'est de penser que parce qu'on déclare des choses, on est droit. Alors qu'on n'est pas droit du tout. On va se faire payer en Arabie Saoudite, on va ci, on va ça, par en dessous on fait ci, par en dessous on fait ça, on appelle pour dire tel truc et tout. Et puis ensuite, officiellement, on dit des choses. Eh bien, ce pays est un pays d'hypocrites, ça on le sait, on le dit depuis très longtemps. Eh bien, cette hypocrisie, elle est devenue presque comique. C'est-à-dire, quand je dis comique, c'est qu'elle est drôle. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec ce qui nous est arrivé, c'est que, en fait, cette hypocrisie a été obligée de se montrer. Ils ont été obligés, tout ça a été sur les réseaux sociaux, ils ont été obligés de se montrer. Ça veut dire les mensonges qui ont pu être dits, les uns contre les autres, les uns envers les autres, que ce soit à mon sujet ou à... Bon. Moi, là-dedans, ce qui me plaît, c'est que j'ai pas menti, j'ai jamais menti. J'ai pas menti ni... Vous tenez votre ligne.
bah, je tiens ma ligne. Et puis ma ligne, elle n'est pas... faut pas me faire dire quelque chose auquel je ne crois pas. Moi, je ne crois pas que la disparition de tous les Israéliens est la bonne solution. Je ne crois pas que la disparition de tous les Palestiniens est la bonne solution. Je ne crois pas à cette radicalité-là de dire qu'il faut que l'État d'Israël disparaisse, parce que c'est la preuve qu'on ne connaît pas l'histoire. On ne connaît pas l'histoire quand on dit une bêtise pareille. Tout comme lorsqu'on dit l'inverse, ceux qui disent voilà, il faut que l'État d'Israël disparaisse, ou il faut que les Palestiniens disparaissent, c'est une aberration, une impossibilité, une stupidité. Pourquoi ce conflit aujourd'hui, ici, au Liban, un peu partout, il suscite autant de passion? Pourquoi c'est aussi sensible? Parce qu'il met en scène... il met en scène la notion de victime à un point très 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 violent, et qui est au cœur même de la société judéo-chrétienne, donc de la société occidentale. Pourquoi on est moins, entre guillemets, on regarde les choses avec un peu plus de distance quand il s'agit des Ouïghours, ou quand il s'agit de ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Pourquoi on regarde les choses avec... Parce qu'on se dit c'est pas notre histoire. Là, c'est l'histoire de l'Occident qui se joue dans ce conflit-là. Et aussi parce que l'Occident a une culpabilité épouvantable envers la Shoah, parce que l'Occident a une culpabilité épouvantable envers les Palestiniens, envers le peuple palestinien, parce que pris entre deux victimes, deux peuples pour qui la notion de victime est très 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 ancrée, il y a quelque chose qui devient complètement inextricable. Et je pense que c'est marrant parce qu'il y a il y a quelqu'un, quand j'étais au Liban, il y a quelqu'un qui m'a reproché évidemment beaucoup de choses. Justement, ce que vous dites, c'est que je ne suis pas assez radical dans ma position, je ne choisis pas un camp par rapport à un autre. Et à cette personne, j'ai répondu en la remerciant d'abord de m'écrire, de s'adresser d'abord à moi au lieu de s'adresser aux autres. Parce que ça, en passant, c'est ça que j'ai trouvé un tout petit peu dommage, c'est que les gens, au lieu de me parler, ils se parlaient entre eux à mon sujet, c'est-à-dire ils parlaient de moi entre eux, c'est facile. Mais il y a eu une personne comme ça qui a eu le courage de me parler directement. Ça, c'était vraiment bien, parce que j'ai pu échanger, du coup. Puis la parole, dès qu'on commence à se parler, c'est que ça va mieux. Comment on en parle justement de ce conflit sans prendre le risque d'être taxé d'antisémitisme en Europe et d'être taxé de sioniste dans le monde arabe? Bon, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est la double peine. Ouais, c'est une quadrature du cercle. Ça montre combien les mots deviennent... Brûlés, vous m'avez dit la dernière fois. Ouais, cramés, brûlés, les mots. Le langage n'a plus accès. Par le langage, ça devient très compliqué. Mais en tout cas, cette personne, je lui dis, parce qu'elle m'avait envoyé des textes vraiment très très virulents, comme ça, contre les Israéliens ou contre, bon, voilà, peu importe. Et j'ai répondu en disant merci de m'avoir envoyé ces textes, je les ai lus, ça m'a beaucoup touché. Je dis, puisque tu m'envoies ces textes, je vais t'envoyer à mon tour le texte qui pour moi a été le texte le plus important, un des textes les plus importants dans ma vie, qui m'a appris à vivre et auquel j'ai eu envie d'appartenir. Et je lui ai envoyé les dernières répliques qui existent entre Créon et Antigone de Sophocle. Créon reproche à Antigone, dans cette scène, d'avoir contrevenu à l'ordre qu'il avait établi de ne pas enterrer Polynice. Et il lui dit, mais tu savais que j'avais fait cette loi? Et tu dis, oui, je sais, mais il dit, mais Polynice, c'est notre ennemi. Il dit, ça, c'est toi qui le dis. Et il lui dit, mais un mort ne peut pas être honoré comme un ennemi ne peut pas être honoré comme un ami. Elle lui dit, mais ça, tu ne sais pas comment dans le monde d'en bas c'est vu, et en quoi ces mots deviennent si importants.
Et là, il lui dit, mais toi, tu penses donc que un ami est différent d'un ennemi? Et elle lui répond cette phrase, elle lui dit, moi, je ne suis pas faite pour haïr, je suis faite pour aimer. Eh bien, je crois que s'il y a un camp à choisir, c'est pas entre Israéliens, Palestiniens, entre Ouïghours, je sais pas quoi, entre ci, entre ça. S'il y a un camp à choisir, c'est entre ces deux mots. Alors, s'il y a un camp à choisir, je préfère le camp de l'amour que celui de la haine. S'il y a un camp, là, si on veut absolument que je choisisse un camp et que ça soit noir ou blanc, ben c'est le seul endroit où moi je veux choisir. Le reste, je ne choisirai pas en deux individus. Je ne veux pas choisir entre Abel et Caïn. Je ne veux pas choisir entre Abel et Caïn. Il ne faut pas me demander de choisir entre Abel et Caïn, mais je veux bien choisir, je veux bien dire, moi je ne veux pas ressentir de haine. C'est un sentiment que je ne veux pas ressentir, et non seulement je ne veux pas ressentir, je ne veux pas le nourrir. Parce que vous l'avez trop ressenti dans votre vie? En tout cas, quand je l'ai ressenti, j'ai tout de suite détesté ça, et je n'ai pas voulu le nourrir. C'est facile de nourrir la haine, puis ça fait du bien de haïr. Pourquoi? Moi, parce que pourquoi c'est bon de manger des frites et du chocolat? Parce que c'est sucré. Parce que c'est sucré, parce que c'est bon là. Mais c'est pas bon là. C'est pas bon dans notre... Bon, la haine, le sentiment de haine, c'est un sentiment qui... c'est addictif. Pourquoi les gens savent... C'est comme la drogue, c'est comme de l'héroïne. On en prend, c'est très difficile d'arrêter. Quand j'étais au Liban, là, pendant la situation, j'ai bien vu que ça aurait été tellement facile de m'énerver, de commencer à dire ouais, puis machin, puis bidule, puis prendre la parole, puis loin, puis... Mais alors non, parce que j'ai pas voulu rentrer là-dedans, ça ne m'intéressait pas. Et non seulement ça ne m'intéressait pas, c'est juste, je me suis dit, moi j'aime ce pays, j'aime profondément ce pays. J'ai pas envie de rajouter, j'ai pas du tout envie de rajouter du chaos. Donc je ne vais pas en mettre, je ne vais pas en rajouter. Ok, vous voulez que je parte, je vais m'en aller, il n'y a pas de problème, je vais partir. Ok, donc je suis reparti. Mais vous pouvez y revenir aujourd'hui? Oui, je peux revenir en touriste. Je verrai en tant qu'artiste, je ne sais pas si je peux revenir pour manger du taboulé, pour présenter une pièce de théâtre. Bon, apparemment, je n'ai pas le droit, mais enfin, je m'en fiche. Mais en tout cas... la question qui s'est posée pour moi, qui était vraiment importante, c'est ok, maintenant on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, tout ça s'est passé, très bien, ok, oublions, on fait quoi pour que ça aille mieux? On fait quoi? Est-ce qu'on a envie que ça aille mieux tous ensemble? Ok, on s'est tapé dessus, toi tu as dit de moi que j'étais un salaud, moi j'ai dit que tu es une connasse, ok, d'accord, bon on l'a dit, ok, c'est bon, ok, on l'a dit, très bien, on met ça de côté, on fait quoi? Donc on fait quoi? Bah oui, je sais pas moi ce qu'on fait. On fait quoi? Je pense qu'il faut commencer par se parler. Vraiment, je reviens encore à ça, c'est-à-dire quand même que... Parce que souvent, on me dit, quelqu'un qui m'appelle, il dit, ouais, machin, il trouve que... J'ai dis à machin de m'appeler, t'as mon numéro de téléphone, donne-lui, mais qu'il m'appelle. Mais machin ose pas m'appeler. Vous voyez bien, c'est comme toujours, c'est... Par exemple, si je trouve que vous êtes un homme médiocre, ok, ou c'est beaucoup plus facile de dire c'est vraiment un homme médiocre, mais c'est bon, c'est beaucoup plus simple. Mais d'aller venir vous voir à vous pour lui dire, ça me demande beaucoup plus de courage. Hein, ça demande beaucoup plus de courage de confronter la personne pour lui dire voilà, puis parce que à quoi ça nous confronte? Ça nous confronte à ce que l'autre nous dise ouais d'accord, mais toi aussi et toi et donc on a peur du miroir, on a peur que... Donc c'est ça le truc, c'est ça ce qu'on appelle, on va dire, l'hypocrisie. C'est quand je te regarde et je fais « Oh, mais qu'est-ce que t'es sympa, mais j'adore ce que tu fais, mais tes pièces me touchent et tout. » Et puis « Ah, vraiment, tu peux me signer un autographe? Ok, très bien. » Et puis une fois que tu pars, je dis « Quel connard, c'est vraiment... » Bon, ben, c'est... Donc... Si on essaye de dépasser cette espèce de débilité-là qui consiste à dire du mal et à faire du mal à l'autre pour essayer de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait ensemble ?» Il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'on aime assez ce pays? Vous l'aimez assez? Moi, ouais. Moi, c'est facile de l'aimer, je n'y vis pas. Donc ça, La dernière fois, vous m'avez quand même dit je ne me suis jamais remis d'avoir quitté le Liban. Et ouais. Vous m'avez expliqué à quel point c'était une souffrance pour vous, une douleur. Oui, parce que c'est des paysages, c'est l'enfance, parce que c'est l'enfance, c'est l'enfance, c'est l'exil.
Non, l'exil, c'était chouette. L'exil, ça m'a appris plein de trucs. L'exil m'a appris une langue, m'a appris... je dirige un théâtre, c'est génial. Je fais des pièces de théâtre avec des moyens qu'on n'a pas au Liban. Je fais ce que je veux, je parle, je dis ce que je veux. Personne ne vient me dire « Ah, t'as dit ça, t'as pas le droit de faire ta pièce. » Personne qui me dit ça ici. Personne me dit « Ah ouais, tu penses ça? Pas le droit de faire ta pièce. » Personne ne me dit ça. La liberté, c'est quand même un sacré truc. Grâce à l'exil, grâce à l'exil, je suis libre. Je vis dans des pays où la liberté de parole existe. Donc votre rapport au Liban, il est apaisé aujourd'hui? Il est intimement, personnellement, en ce qui concerne mon rapport personnel et privé et intime, ouais. Mais du point de vue collectif, c'est pas seulement le Liban, c'est toute la région. C'est toute la région. Alors là, elle n'est pas du tout apaisée. Elle n'est pas du tout apaisée. J'ai un espèce de fantasme. Je ne sais pas si un jour je le réaliserai, mais je me suis dit, tiens, quand je quitterai la colline, peut-être que je ferai ce projet-là. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aller au Liban à pied. C'est-à-dire partir de Paris et aller jusqu'à Beyrouth à pied. Et l'idée, c'est que chaque fois que, comme il y a des Libanais partout, je me suis dit, chaque fois que je m'arrête dans une ville ou un village pour dormir, je demanderai à la communauté libanaise de ces villes et villages s'ils ont des lettres à envoyer à leur famille. Et je prendrai ces lettres et j'amènerai petit à petit les lettres jusqu'à Beyrouth. Et arrivé à Beyrouth, je ferai une annonce en disant « Bonjour, alors voici tous les gens dont j'ai des lettres, venez » et on se retrouve quelque part et puis les gens arrivent, puis je leur donne les courriers que les gens m'ont confiés. Et c'est ce genre de fantasme que j'ai. C'est des fantasmes évidemment de rassemblement, de réunion, de faire en sorte que les gens qu'on se rassemble, qu'on fasse quelque chose ensemble, et non pas qu'on reste chacun dans son petit coin à dire des bêtises sur les autres, quoi. Vraiment, c'est de fond, la question c'est, est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose? Est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose au Liban, dans votre dernier voyage, qui vous a donné le sentiment qu'il y avait une brèche, qu'il était possible, oui, les jeunes, toute petite brèche? Oui, les jeunes, évidemment, les jeunes. Layal et Ali qui jouent dans le spectacle, eux, devant tout ça, ils ont fait « Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les vieux, mais c'est pas possible. Ils sont vraiment cons, quoi. » Enfin, ils n'ont pas dit ça comme ça, mais c'est à peu près... Ils ne se sont pas trop concernés par tout ça. Beaucoup moins, en tout cas, et en tout cas pas de la même manière. En tout cas, les jeunes, je crois que la brèche... de toute façon, la brèche est toujours dans la jeunesse. Il faut juste qu'on leur donne les moyens pour pas qu'ils deviennent de vieux cons. Parce que c'est facile de... Le problème, c'est que devenir un vieux con, ça n'a pas de symptômes. Hein, il n'y a aucun vieux con qui dit « moi je suis un vieux con ». Tous sont convaincus qu'ils ne le sont pas. Ça fait pas mal, physiquement on a pas mal. Quand on devient un vieux con, on ne le sait pas. Les autres le voient. Mais c'est très difficile de dire « tu sais, attention, tu es en train de devenir un vieux con ». C'est vraiment très difficile. Mais non, je suis en train de devenir un vieux con, moi j'ai des principes, j'ai des opinions. Il faut donner à la jeunesse les moyens de ne pas devenir... parce que si on ne fait pas attention, ils vont faire pareil, ils vont devenir des vieux cons. Vous avez encore de l'espoir? Ah oui, non mais ça, oui, bien sûr, j'ai toujours de l'espoir. Oui, bien sûr, j'ai toujours de l'espoir. Parce que vous avez beau colmater, ça pousse partout, les mauvaises herbes. L'espoir, c'est dans les mauvaises herbes, c'est dans les pissenlits qui poussent quand même. C'est aller voir n'importe quel terrain au Liban, ça pousse partout, quoi. On a beau bétonner, on a beau remettre du béton, etc., ça pousse. Donc, ouais, puis faut juste que ceux qui... faut juste que, qu'on laisse la place à ceux qui ont des idées nouvelles, à ceux qui sont plus jeunes. Il faut leur laisser la place, quoi. Il faut accepter de mourir. Vous savez, c'est ça le truc. Le cancer, c'est quand une cellule refuse de mourir. Et bien là, elle refuse de mourir. Donc, on refuse de céder la place, on refuse de dire à quelqu'un « Ah bah tiens, toi, tu as des bonnes idées, je te donne ma place. Moi, vas-y, je t'encourage. Comme moi, on m'a encouragé quand j'étais jeune. Vas-y, ok, puis si tu te trompes, c'est pas grave. Allez, vas-y. » Mais ça, au Liban, est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Il y a des gens qui voilà, je
Alors on se dit, bon, il faut qu'il crève, quoi. Il faut qu'il meure, c'est la seule solution. Merci beaucoup, Wajdi. Merci à vous.